Oui, mais pour moi, en fait, ce qu'on vit là en ce moment, c'est déjà une dystopie. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans en tant qu'animateur de communauté à New York, auprès de personnes sans abri, et je peux vous dire que j'ai vu des choses vraiment, vraiment terribles. J'ai vu des gens exposés à la faim, des gens qui sont exposés à toutes les violences et qui se font violenter même par la police. Et donc voilà, ce qu'on vit en ce moment, pour certains, c'est une utopie, mais malheureusement pour beaucoup, c'est aussi une dystopie. Et si vous remontez un petit peu en arrière, vous voyez que par le passé, c'était la même chose. Ce monde qui pouvait être décrit comme une utopie par certains était vécu comme une dystopie par beaucoup d'autres. Il y avait des gens qui vivaient plutôt bien, mais d'autres qui vivaient dans la pauvreté, qui étaient très malheureux. Et ça ne va pas s'arranger. Et donc moi je pense que ce concept de la dystopie, c'est effectivement un filtre, une sorte de fil de lentille à travers laquelle décrire le monde, parce que le monde c'est voilà, à la fois dystopie et utopie suivant où on se trouve. Et malheureusement je pense que maintenant, pour de plus en plus de gens, c'est une dystopie. D'accord. Je voudrais préciser aussi que le monde de Sam, dans la cité de l'Orgue, c'est donc une cité sur les eaux, qui a été construite par des nantis, et où affluent un tas d'immigrés venus du monde entier, et où cohabitent plein de monde, et où se déroulent des problèmes qui ne sont pas seulement des problèmes de pouvoir, mais aussi des problèmes d'immigration, de racisme, etc., avec des personnages assez étonnants. Mais donc, Sam a un peu anticipé la deuxième question, qui est, en fin de compte, les dystopies ne sont jamais ce que vous écrivez en tant qu'écrivain, ne sont jamais que des métaphores de ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais bien que Célia m'explique en quoi cette société hygiéniste est un peu l'aboutissement de notre société à nous. C'est une société où les assurances prennent énormément d'importance, d'où tout le coût qui est associé au risque. En gros, si vous mangez plus, si vous êtes plus gros, alors vous avez plus de risques de faire des accidents cardiovasculaires. Si vous faites du ski, vous avez plus de risques d'avoir des accidents. Et donc vous coûtez à la société, et donc la société, pour payer moins cher et pour vous protéger, vous interdit de le faire. Le fait est qu'au bout d'un moment, à force de mettre des interdits partout, des surveillances constantes, on s'aperçoit que c'est la liberté de vivre au quotidien qui devient de plus en plus restreinte et que les gens se retrouvent enfermés dans des espèces de cages invisibles. Et c'est pour ça que je trouve que cette surveillance qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre société, on n'est pas tellement loin, puisqu'on nous surveille étroitement. Quand vous achetez une maison, vous avez souvent une visite médicale pour surveiller si vous avez des risques liés à votre assurance, par exemple. Quand vous perdez votre emploi, on refuse de vous prêter un appartement de peur que vous soyez plus capable de payer le loyer. Et donc, on mesure souvent au quotidien quel risque vous représentez et est-ce que la société accepte de le prendre ou pas. Et chez Silène ? Le personnage principal, Charles, est un nanti, il est dans une position très agréable pour lui et donc il ne se pose pas énormément de questions, alors même qu'il pourrait le faire beaucoup plus et sa culpabilité le ronge. Il est fils de révolutionnaire, son frère est un sacrifié des barricades, assassiné par les flics et à un moment, donc, poussé par les événements, il va aller observer ce qu'on peut en fait déjà observer. C'est une dystopie, oui, mais exactement comme Sam le disait, on y est déjà quand il s'aperçoit qu'il y a des camps de réfugiés qu'on exploite aux portes de la ville, quand il passe à Notre-Dame-des-Landes et qu'il voit la destruction de ce lieu-là. On est dans des choses qui pourraient se passer aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment cette image, cette façon dont les lois, toute la façon dont les lois de 45 ont essayé de reconstruire un monde un peu plus juste après la Seconde Guerre, ont pu être dévoyées peu à peu. Et Charles s'en aperçoit avec un regard qui est quand même le regard de quelqu'un qui est au courant et qui juste fermait les yeux. Donc oui, je suis dans cette idée qu'on est dans la dystopie déjà pleinement. Et c'est dur, l'Islande en proie d'abord au désarroi causé par le mystère de cet isolement, ensuite
au manque de biens de première nécessité, et donc au chacun pour soi, au racisme, à la xénophobie, au nationalisme. C'est quoi? C'est une image de notre monde d'aujourd'hui? Já, ákveðnu leyti. Þá dystopía náttúrulega ofsalega sniðugt tæki til þess að skoða samfélagið eins og það í dag. Oui, d'une certaine manière, la dystopie, c'est une technique extrêmement productive pour essayer d'examiner le monde tel qu'il est aujourd'hui. Og það eins og Samara segir, það sniðugt að setja fólk í, hvað ég segja, sömu aðstæður og aðrir hópar í dag og skipta svona svolítið valdajafnvægi í samfélaginu. Það sniðugt að sko skipta til dæmis að þú veist, þeir sem eru undir núna, að þeir verði yfir og skipta. Comme disait Sam, ça peut être très intéressant aussi d'inverser complètement les rôles dans la société, c'est-à-dire par exemple d'avoir ceux qui sont en dessous aujourd'hui, ou dans notre société actuelle, de les mettre au-dessus, en position de pouvoir, d'inverser les codes, enfin les rôles et les codes. Og í bókinni minni þá fólk metið eftir því hvaða leggur til samfélagsins, bara til matvælaframleiðslunar til dæmis þegar eigin eru einangrur. Par exemple, dans mon livre, la valeur des gens, on accorde de la valeur aux gens en fonction de ce qu'ils sont capables de produire en termes de nourriture. Og bókmenntafræðingar og frönskukennarar til dæmis, þeir hafa ekki praktískt gildi lengur, heldur eru það bændur sem framleiða grænmeti, sem raunverulega leggja til samfélags. Et donc, ça veut dire que, par exemple, les spécialistes en littérature, les professeurs de français, n'ont plus aucune valeur théorique, enfin, ou réelle d'ailleurs, puisque les seules personnes qui ont de la valeur, ce sont finalement les paysans, ceux qui sont capables de produire de la nourriture. Og ferðamennirnir sem leggja okkur núna til gjaldeyri til þess að reka samfélagið, þeir verða gagnslausir, þannig að þeir breytast raunverulega í, kemur spurningi hvað ég að gera við allt þetta fólk. Quant aux touristes, quant aux voyageurs et aux touristes qui sont très utiles à l'Islande puisqu'ils lui apportent des devises étrangères, qui sont donc utiles au pays, d'un seul coup, ils deviennent totalement inutiles. Ils sont bloqués là-bas. Et ils sont bloqués là-bas. Et ce sont des gens qui ne produisent pas. J'ai oublié la fin. Et donc, voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces inutiles. Oui, il y a des inutiles chez Sigridur, il y a des inutiles chez Silène. Et chez Sam, il y a des inutiles aussi. En fait, ce que Sam craint le plus, apparemment, c'est la montée des eaux. C'est elle qui déclenche tout ce cataclysme qui fait que les États s'effondrent sur eux-mêmes, qu'on revient à une certaine barbarie et que seuls quelques-uns peuvent se réfugier dans une ville qui est aussi sans merci.